Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui autour de nos écrans pour venir discuter, échanger à propos de la décalcomanie électronique. C'est un titre un petit peu mystérieux et provocateur avec l'objectif de vous démontrer durant ce temps passé ensemble comment nous avons adapté les circuits électroniques et comment nous avons réussi à apporter de la fonctionnalisation sur des panneaux à base de bois en tant que démonstrateur. L'objectif étant qu'on puisse obtenir finalement une électronique qui devienne aussi facile qu'un transfert, une décalcomanie, pour faire référence au chewing-gum pour ceux qui les connaissent. Donc aujourd'hui, nous sommes de différents horizons. Donc on a voulu vous partager avec qui vous alliez cohabiter dans cette salle virtuelle. Nous avons des industriels et des personnes impliquées dans le packaging, dans la thématique autour de l'ameublement, donc assez divers, l'imprimerie, donc l'imprimerie qui est la base des solutions qui ont été développées pour venir faire le transfert de l'électronique, et également des partenaires issus de l'industrie du bois. Nous avons tous un objectif commun alors, c'est un besoin, un objectif qui est de venir révolutionner l'électronique. Alors, c'est extrêmement présomptueux, mais l'idée ici est de venir vous présenter et la stratégie qu'on a pu employer afin de venir remplacer les systèmes traditionnels par des systèmes un peu plus originaux et plus respectueux de l'environnement. Voilà. Vous connaissez tous, je pense, puisque vous êtes là, les systèmes, les plaques traditionnelles sur lesquelles sont soudés et sont déposés les circuits, imprimés et ensuite soudés les composés. Alors, on en a tous autour de nous, hein. Vous en avez un devant vous dans votre écran, sur votre ordinateur, sur les smartphones. Et ce sont des supports qui sont intitulés FR4 pour FR, pour flame retardant. Et donc, ce sont des composés qui sont composites, hein. C'est fait à partir de fibres de verre qui vont venir apporter une certaine résistance mécanique. Et ensuite, la résine époxy qui vient imprégner l'ensemble du système fibreux pour pouvoir apporter cette rigidité que l'on connaît bien. On a également cet apport, aussi ce support permet aussi d'être percé et sur lesquels on peut venir rapporter également les composés électriques. Voilà. Par contre, il y a un gros souci qu'il y a sur ce type de support, c'est qu'il n'y a pas de filière de recyclage. Par définition, la résine époxy est utilisée parce qu'elle est extrêmement résistante, parce qu'elle est mécaniquement intéressante, mais parce qu'elle est aussi durable dans le temps. Et donc, ça est un gros verrou par rapport à son recyclage, que ce soit en termes de matériaux ou bien que ce soit en termes de composés compostables. En tout cas, ce ne sera pas biodégradable. Alors, en termes de biosourcing, je n'en parle même pas. Donc, notre approche aujourd'hui, elle est de venir remplacer ces supports traditionnels époxy, de venir les remplacer par des supports papier et de venir le transférer sur le bois. Alors, pour susciter votre intérêt, nous avons différents moyens. Donc, l'idée de la vidéo, c'est aujourd'hui de venir vous montrer sur un démonstrateur qu'on a pu réaliser. Donc, c'est un panneau de fibre de bois traditionnel, comme celui que vous pouvez voir sur votre table. Voilà, qu'on a pu obtenir au laboratoire ou bien qui sont obtenus traditionnellement dans l'industrie, en grande surface ou pour les différents secteurs d'utilisation. Et sur ce panneau, on est venu transférer une feuille de finition, une feuille de mélamine. Euh, un côté est imprimé, un côté reste blanc. Et ce sont des feuilles de mélamine qui sont traditionnelles, sur lesquelles on vient ensuite appliquer sur le panneau. Et par transfert thermique, on vient appliquer ce décor. Et ça permet d'avoir le rendu que vous avez traditionnellement sur les meubles. Ces feuilles sont assez cassantes, mais tous les procédés industriels permettent de très bien gérer cet aspect et d'avoir un papier transféré de façon optimale. Donc ici, vous avez un décor chaîne et c'est ce même papier qui a été transféré sur ce panneau. Voilà. Pour le moment, il y a un peu d'électronique. On est sur des choses qui sont très standards et assez traditionnelles.
Notre objectif à nous, ça a été de venir apporter donc, sur la plaque, ici, vous voyez, sans surépaisseur, sans apport de composés électriques particuliers, enfin, sans plaque en tout cas FR4, de venir pouvoir conférer à notre système, j'espère que vous voyez bien, une capacité à venir, voilà, on a appliqué trois bandes de LED. Fanny vous montre à partir d'un téléphone. Moi, je vous montre à partir d'un système un peu plus puissant, donc qui permet d'avoir un éclairage. Et si on regarde bien, il n'y a pas de surépaisseur parce que le circuit est directement imprimé sur le panneau à base de bois. Donc, ça nous permet à la fois de limiter les étapes, ça nous permet d'avoir un support qui est biosourcé, qui est recyclable par différents moyens. Donc l'idée est là, et c'est pour ça que, on est là aujourd'hui. Et c'est ça là, notre rapport qu'on vient d'écrire au travers de cette révolution de l'électronique. Et donc ici, on vous a présenté le circuit sur la partie de droite, le circuit qui a été imprimé. Et si jamais je pouvais décoller la feuille de mélamine, on verrait ce circuit et avec les LED qui sont présents. Voilà, Fanny vous montre sur la caméra le circuit qui a été imprimé directement, enfin, qui a été transféré directement sur le panneau et pas imprimé, parce que c'est justement là qu'est l'innovation. On vient transférer et non pas imprimer. Donc, c'est un projet qu'on a pu mener en partenariat, on vous l'a dit. C'est un projet qu'on a mené avec le LGP2, le Centre technique du papier et le FCBA que nous représentons, Fanny et moi, aujourd'hui. Et notre idée, notre rapport, en tout cas, notre objectif au travers de ces projets, c'est nous de venir apporter des solutions et de partir de l'idéation et d'aller vers l'application. Ici, l'application qu'on a fait, c'est venir apporter un système d'éclairage pour lequel on peut venir trouver une fonctionnalité au travers de la présence d'un téléphone, présence d'une personne, présence de mouvement. Mais on travaille également sur d'autres systèmes. L'apport principal des centres techniques, c'est de venir apporter une connaissance des secteurs applicatifs. Vous avez le centre technique du papier qui va venir apporter ses connaissances sur le papier, sur l'imprimerie. Vous avez le centre technique du bois qui lui va apporter ses connaissances sur les procédés de transformation et les procédés possibles d'utilisation de ces matériaux et des matériaux à base de bois. Et donc, comme nous maîtrisons des procédés, chacun de son côté maîtrise bien des procédés, voilà, l'union des deux, la jonction des compétences permet d'apporter finalement des choses nouvelles et c'est ici que nous nous retrouvons pour le transfert de l'électronique imprimée. Donc, juste rapidement, pour vous présenter qui nous sommes, hein. Vous avez le centre technique du papier. Fanny, je te laisse dire quelques mots. Oui, donc très rapidement, comme son nom l'indique, le Centre technique du papier travaille avec le secteur du papier, mais ça représente aussi toutes les industries qui sont connexes. Donc ça va vraiment de la fabrication de la pâte à papier au recyclage, en passant notamment par l'impression. C'est cet aspect qui va être développé aujourd'hui, mais il en existe, enfin, on travaille sur nombre d'autres aspects. On a deux objectifs principaux au Centre technique du papier. Le premier, c'est de maintenir et d'améliorer ce qui existe déjà. Et le second, c'est d'apporter de l'innovation pour ouvrir des nouvelles opportunités, des nouveaux marchés. Et ces deux objectifs, ça se retrouve dans la répartition de notre chiffre d'affaires, puisqu'on est à 50% qui vient de contrats privés et le reste qui vient de contrats de recherche, de projets de recherche qui peuvent être variés, des projets européens, des projets nationaux, etc. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on entretient des liens vraiment privilégiés avec nos industriels et j'en ai mis certains en bas de la présentation et on a vraiment un panel très large, très varié. Ça va du donneur d'ordre comme Bonduel aux fabricants de pâte à papier en passant par le papetier, les imprimeurs, mais on a également des entreprises à mission telles que Citeo. Et donc, de ce panel, on va tirer des besoins et on va essayer de développer des projets en accord avec leurs besoins, avec les industriels pour les servir, puisque c'est ça notre première mission. Très bien, merci Fanny. Et donc, comme tu l'as bien dit, voilà, l'objectif, c'est de venir apporter des fonctionnalités nouvelles, venir apporter une certaine innovation dans ces secteurs. Et c'est de la même façon les missions qu'on va retrouver pour l'Institut technologique, le centre technique FCBA, qui est un centre technique de 270 personnes, avec les 5 domaines applicatifs qui sont décrits sur la gauche et qui sont repris
par les lettres qui constituent la forêt, la cellulose pour synthétiser les éléments de première transformation, le bois construction et également l'ameublement, avec des possibilités de fonctionnaliser et travailler sur différents matériaux dans le cadre de ces applications. Et également, un point important, c'est l'aménagement intérieur, où on va venir apporter et accompagner les évolutions nécessaires des habitats. Et c'est aussi pour répondre à ces éléments-là que nous avons travaillé sur l'électronique, où on vient apporter une fonctionnalité à ces matériaux, apporter une touche nouvelle à ces produits en respectant à nouveau les principes de l'éco-conception. Un point important pour FCBA également, c'est les aspects environnementaux. Pas que pour FCBA, mais pour l'ensemble des centres techniques. Mais là, ici, c'est principalement mis en avant au travers de ces notions d'environnement et d'éco-conception, comme je le mentionnais. Donc l'émission, le Fanny les a très bien décrites pour le Centagnier du papier. On va retrouver peu ou prou les mêmes choses pour venir le Centagnier du bois. On va venir innover, améliorer, accompagner les innovations pour venir proposer des solutions, proposer des choses innovantes et apporter et permettre de redonner une certaine nouveauté aux différents produits qui sont commercialisés actuellement. C'est là qu'on retrouve nos panneaux de bois. Donc, ces projets ont été possibles grâce à un financement d'un Carnot Poulinat. Et le Carnot Poulinat, dans ces mots-clés, on retrouve l'éco-conception et l'éco-production de matériaux fonctionnels biosourcés à haute valeur ajoutée. Donc, on retrouve très bien la thématique de notre webinaire, la fonctionnalité d'une électronique à apporter, le biosourcing au travers de l'utilisation de papier comme support de transfert et le panneau à base de bois comme étant le réceptacle de cette électronique et qui nous permet de s'affranchir des composés en résine époxy. Ce carnot-polynate est constitué de différents laboratoires avec différentes compétences qui sont complémentaires et qui permettent d'apporter des points innovants à nos différents secteurs d'activité, le papier, le bois, l'ameublement. Donc, nous sommes basés principalement sur le bassin grenoblois et avec des antennes disséminées à travers la France, et notamment douées pour Fanny. Nous avons des objectifs dans le cadre de ce Carnot qui sont d'accompagner les montées en échelle. Et on retrouve exactement notre approche dans le projet, où on est parti d'un concept assez nouveau, une idéation. Est-ce qu'on peut venir apporter une fonctionnalité nouvelle? Est-ce qu'on peut venir fonctionnaliser nos panneaux à base de bois par de l'électronique, autrement qu'en venant créer de l'usinage, autrement qu'en venant enlever un certain volume et le remplacer ensuite par une plaque de circuit imprimé. Donc, c'est dans cette démarche-là, on est parti finalement d'un concept et on a fait une montée en échelle et des montées en TRL. Et on a souhaité partager avec vous, au travers de ce webinaire, les différentes fonctionnalités et vous démontrer que des étapes ont été franchies et que donc déjà des nouvelles perspectives pourraient s'ouvrir. Donc, le Carnot Polynate va travailler à différentes échelles, que ce soit à l'échelle nano, au niveau de briques des constituants des bioressources, et jusqu'à l'élaboration, la mise en forme et la miniaturisation des différents composés. C'est dans ce cadre-là que nous nous situons aujourd'hui. Donc, le secteur d'activité, on retrouve le secteur d'activité papier-carton, propre au CTP, le secteur bâtiment, ameublement, qui va être propre à FCBA, et ensuite d'autres secteurs. Et en introduction, je vous disais qui était autour de la table. On va retrouver les secteurs de l'emballage, les secteurs de la chimie, qui sont également des acteurs forts pour Polynat. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un secteur d'activité clé pour Polynat, qui est l'imprimerie et l'électronique verte au travers de la solution qu'on va vous développer un peu plus précisément dans quelques instants. Et donc, juste pour vous donner quelques chiffres, on est sur un consortium assez large, avec plusieurs brevets détenus et des budgets assez conséquents qui nous permettent de venir développer des preuves de concept, comme on a pu vous montrer à la caméra tout à l'heure. Donc ici, on se retrouve pour venir révolutionner l'électronique. Alors, qu'est-ce que c'est révolutionner l'électronique? Au-delà de Marianne qui vient fouler aux pieds les FR4, on se retrouve avec trois grandes étapes que va vous décrire Fanny et qui ont été un succès au cours de ce projet. Oui, donc effectivement, maintenant qu'on vous a présenté un petit peu
l'objet final, qui on était. Ben maintenant, l'idée, c'est de vous présenter comment on a fait, quelles ont été les étapes par lesquelles on est passé. Et du coup, sur la slide suivante, ce qu'on a voulu montrer, c'est que tout a commencé avec l'électronique imprimée. Donc, qu'est-ce que c'est l'électronique imprimée? En fait, ça part du constat que l'électronique, c'est une présence locale de matières conductrices avec des composants. Et une fois qu'on a fait ce constat, immédiatement, en tant qu'imprimeur, on peut se dire bah, des dépôts locaux, nous, on sait faire. Il s'agit simplement de remplacer l'encre graphique par l'encre conductrice. Bon, c'est pas si simple dans la réalisation, mais le constat, l'idée, c'est celle-ci. Faire des dépôts locaux, on sait faire. Donc, plutôt que de faire de l'électronique classique, on va faire de l'électronique par impression. Donc, à la place d'avoir le support vert qu'on connaît tous, assez épais, rigide, etc., on va avoir des circuits imprimés par des procédés classiques. Alors, comme nous, nos clients et notre référentiel, c'est les imprimeurs traditionnels. On fait tout pour que les technologies soient applicables par des imprimeurs traditionnels. C'est-à-dire que ça va pas être fait en salle blanche, ça va pas être fait dans des conditions qui sont pas compatibles avec les ateliers qu'on connaît. Euh, du coup, ensuite, pour parler un peu plus précisément de l'électronique imprimée, c'est la fusion de trois sciences, qui est l'impression, la chimie et l'électronique. Bon, l'impression, c'est assez immédiat puisque bah, pour avoir un bon circuit, une bonne antenne, il faut une bonne qualité de dépôt. Et donc, on va utiliser toutes les sciences qu'on connaît, qui sont propres à l'impression pour le repérage, pour avoir un dépôt homogène et avec une épaisseur suffisante. On va optimiser le procédé, on va peut-être faire des petites modifications qui s'intègrent dans le cadre d'une machine traditionnelle. On va aussi beaucoup utiliser la chimie, ne serait-ce que pour la formulation des encres, mais également pour les problématiques de séchage. Et enfin, bien sûr, l'électronique. Alors, puisque pour faire un circuit ou une antenne, il faut passer par l'étape de design. Alors, le design, il est un peu différent du design traditionnel, puisque, comme on est sur papier, la conductivité des pistes qu'on obtient est un peu moindre que celle qu'on peut atteindre en électronique traditionnelle. Donc, la forme des circuits est différente et également les problématiques d'espace, d'encombrement sont différentes et donc les designs sont propres à l'électronique imprimée. Donc on s'inspire de l'électronique traditionnelle, on récupère les formules, les règles de l'électronique traditionnelle, mais on les adapte à l'électronique imprimée. Quels sont les avantages sur la slide précédente encore un peu de l'électronique imprimée? C'est tout d'abord des avantages écologiques puisque dans l'électronique traditionnelle, on a un procédé soustractif. Ça veut dire que on va prendre notre support FR4, on va le recouvrir de manière homogène, de matière conductrice, puis ensuite on va venir enlever la matière conductrice là où on n'en a pas besoin. Alors que dans l'électronique imprimée, on va utiliser un procédé additif, donc l'impression, et on va ajouter de la matière uniquement là où on en a besoin. Donc quand on connaît le contexte écologique actuel, économiser des matériaux rares, c'est un bel avantage. Également, dans l'électronique traditionnelle, une fois qu'on a fait la dépose de composants, on a des étapes de recuit qui sont faites à des températures qui sont très élevées. Dans l'électronique imprimée, du moins comme nous on la pratique, les étapes de séchage sont faites au moyen de sécheurs traditionnels, donc infrarouge, air chaud et plus minoritairement UV. Donc on utilise quand même de l'énergie, mais tout de même moins. Et également, un autre avantage majeur de l'électronique imprimée, c'est le support en lui-même, en fait. À la fin du procédé, on a un objet qui est directement intégré sur le support final. Et donc, dans le cas du papier, on a un support flexible, un support léger. Et donc, du coup, ça ouvre un champ des possibles un peu différent que l'électronique traditionnelle.
Du coup, nous, on utilise majoritairement la flexographie et la sérigraphie, puisque les dépôts nécessaires pour avoir une bonne conductivité doivent être relativement importants. Mais on est capable d'utiliser d'autres procédés pour des applications bien précises. Je vais juste développer quelques applications pour que vous ayez une idée un peu plus concrète de ce qu'est l'électronique imprimée. Donc, sur les deux premières images en partant de la gauche, enfin, la première image, on a un circuit qui est en fait un circuit euh, pour alimenter un capteur de pollution. Sur la deuxième image, on a également un capteur qui est zoomé. Sur la troisième image, on a une application un peu plus ludique. Donc là, dans un design, on a intégré des LED. Donc voilà, là, cet exemple-là, c'est un exemple euh, qui a été fait avec une imprimerie du Nord et qui, du coup, maintenant, a tous les éléments pour commercialiser ce produit. Et enfin, la dernière image représente quelque chose d'un peu plus spécifique. C'est des impressions de motifs répétés qui permettent de filtrer sélectivement des ondes. Donc, ça peut être filtrer des ondes Wi-Fi. Donc, si vous tapissez votre pièce d'onde Wi-Fi, bah, la pièce d'à côté ne captera pas votre Wi-Fi et inversement, vous ne capterez pas le Wi-Fi du voisin. Donc, ça peut être utile pour des applications de sécurité. Mais également, on peut faire ce produit, enfin, ce produit a été utilisé par exemple pour les salles de cinéma avec un motif qui filtre les ondes GSM pour pas être embêté par les téléphones qui sonnent pendant une séance. Actuellement, du coup, au niveau de où on est en termes de maturité, nous, on a déjà transféré nos connaissances chez pas mal d'imprimeurs, donc qui sont capables en autonomie d'imprimer des pistes simples, d'imprimer des ponts, qui sont en fait une superposition de pistes conductrices avec au milieu un isolant pour éviter les courts-circuits. Également, ils sont capables de faire du report de composants. Alors, l'alimentation, j'ai mis à l'échelle laboratoire parce que c'est un peu plus compliqué dans le sens où l'alimentation, c'est une problématique récurrente. Pour chaque produit qu'on va fabriquer, la solution d'alimentation va être propre au produit, va être propre à son design, à l'utilisation finale, à l'encombrement, etc. Donc, du coup, nous, au CTP, on a développé un panel de solutions qui fonctionne par plug. En fait, on vient imprimer notre objet, on vient mettre des pattes de connexion et ensuite on vient connecter notre alimentation. Donc, au maximum, on va essayer de diriger vers des solutions qu'on connaît, mais il y a quand même très souvent une étape de réflexion, de recherche et de développement autour de l'alimentation. Par contre, ce qu'on ne sait pas faire avec l'électronique imprimée, c'est venir ajouter du coup des circuits ou des antennes sur des supports non imprimables, sur des supports où on ne peut pas imprimer notre encre conductrice et sur sur des supports qui sont courbes. Euh, puisque, enfin, si c'est très léger, alors on peut faire en sérigraphie, mais dans la majorité des cas, on va avoir du mal à imprimer sur des supports qui sont déformés. Donc, voilà. Je te laisse la parole, Mickaël, pour parler du support web. Exactement, donc c'est là qu'intervient l'interaction avec l'industrie du bois, hein. Donc vous avez vu, vraiment l'enjeu, il est dans la capacité de venir transférer, de venir appliquer les solutions. Donc appliquer au niveau de l'imprimeur, ce sont des choses qui sont éprouvées, des choses qui ont été démontrées par le CTP. Si on veut faire la même chose sur un panneau à base de bois, un petit peu plus compliqué. Donc c'est ici qu'intervient le côté de fusion des approches. Donc, un panneau à base de bois, hein, je vous l'ai dit en introduction, c'est un produit du quotidien. Ce sont des choses qui sont disponibles pour tout un chacun, avec des très gros volumes disponibles, avec des productions mondiales, une production française qui est conséquente également. Et on est sur des panneaux à base de bois qui présentent une filière de recyclage existante. Donc, les panneaux de particules sont assez bien connus. Les panneaux MDF, les filières se mettent en place. Ce sont des panneaux plus récents. Et donc, on est sur des technologies qui sont en cours de développement. Le gros intérêt de ces panneaux à base de bois par rapport à un bois massif, hein, c'est que on va avoir une uniformité d'apparence
qui vont nous permettre de venir appliquer ensuite des papiers décors qui vont nous permettre d'appliquer différents types de finitions, également typiquement un vernis ou une peinture. Donc, ce sont des produits qui sont communs, qui sont très bien implantés dans nos vies quotidiennes. L'idée ici, c'est de venir apporter une nouvelle fonctionnalité en étant au travers d'une production qui soit simple, rapide et modulaire. Les trois mots sont importants, hein. La production simple, vous l'avez vu sur l'imprimerie, c'est possible. Donc maintenant, comment est-ce qu'on transfère au niveau du panneau? Qu'il soit rapide, parce que ce sont des procédés dont la rentabilité est basée sur les volumes, en tout cas pour la production du panneau. Ensuite, la valeur ajoutée qui va être apportée par l'imprimerie, qui va être apportée par une nouvelle fonctionnalité, va pouvoir permettre de réduire les cadences, mais il faudra quand même être capable de produire des séries assez conséquentes. Et niveau de la modularité, c'est la flexibilité. C'est est-ce qu'on veut passer sur des très très grosses unités qui vont traiter des milliers de mètres cubes de panneaux, ou bien être sur des unités qui seront un peu plus confidentielles, plus petites, mais pour lesquelles il faudra proposer une large gamme d'éventail de produits commercialisés. Donc c'est au travers ce sont ces avantages-là qu'on est venu rechercher. Bien sûr, on peut venir toujours faire un usinage, venir rapporter la pièce et venir l'inclure à l'intérieur du panneau. Et là, clairement, l'objectif, c'est de venir proposer quelque chose qui soit clé en main et qui ne nécessite pas de report. Donc, au niveau des enjeux, les verrous, en tout cas, qu'il faut lever, c'est que c'est un panneau à base de bois, on est sur des grandes surfaces qui sont planes et non conductrices. Donc, tout à l'heure, Fanny expliquait qu'on pouvait faire sur une surface conductrice, venir enlever de la matière. Mais ici, il faut faire comme l'imprimerie, il faut venir rapporter la matière conductrice. Il faut être capable de venir transférer le courant. Donc, on est a priori assez proche de ce qu'on veut pour l'utilisation de l'électronique. On est sur une surface qui est rugueuse. Vous avez un petit exemple de rugosité en bas. Donc, on est sur une rugosité qui est en dessous du millimètre, qui est contrôlée, puisqu'on a des étapes de ponçage qui nous permettent d'avoir des niveaux de rugosité qui sont bien contrôlés. Par contre, on n'est pas aussi lisse que ce qu'on va avoir sur du papier. Donc, c'est un frein à à une impression directe. Et donc, voilà, cette impression directe va être complexe. On va devoir combler les trous, on va devoir combler les différents points bas pour voir une continuité au niveau au niveau du circuit électrique. Donc, le transfert direct, l'impression directe en soi est complexe. Donc, le transfert indirect, l'idée de la décalcomanie est une solution qu'on a souhaité développer, et donc en faisant la jonction entre le monde de l'imprimerie et le monde de l'industrie du bois. Donc, ça permet de conférer au panneau une fonction intégrée. Ce n'est plus une fonction qui est rapportée. Et on se base sur un support qui est recyclable, biosourcé, rigide et techniquement qui ne conduit pas le courant. Donc, on n'a pas de risque derrière d'électrocution comme on pourrait l'avoir sur un autre type de support qui serait conducteur. Voilà. Et les aspects recyclables et biosourcés, ben, par rapport à tout ce qui va être impact environnemental, c'est tout de suite des éléments qui sont extrêmement importants. Donc, pour résoudre ces soucis-là, pour élever ces verrous, voilà, on va proposer du transfert du papier vers un panneau à base de bois. Merci, Michael. Du coup, maintenant qu'on vous a présenté un peu le contexte, qu'on savait faire, etc., on va parler un peu plus de comment ça se passe de manière concrète. Donc, dans un premier temps, on va réaliser l'impression. Donc, on va imprimer les encres conductrices et isolantes sur un support transfert. Alors, le support transfert, c'est pas n'importe quel papier. C'est un papier avec lequel l'encre a une certaine affinité, mais pas trop, puisqu'au moment du transfert final, on va retirer ce support transfert. Et donc, il faut que l'encre préfère aller sur le support final plutôt que rester avec l'encre conductrice. Ensuite, on va venir reporter les composants à la manière, enfin, avec un robot qui va venir prendre les composants et les mettre au bon endroit. Ensuite, on va venir enduire de colle enfin, on va venir déposer une matière thermosensible. Alors, thermosensible, ça veut dire que sous l'action de la chaleur, la matière va redevenir fluide, va se fluidifier, et donc c'est elle qui va permettre le transfert sur le support final. Ensuite, on vient mettre notre impression et notre composant au contact de notre support final. On vient le mettre dans une presse thermique. On applique température, pression pendant un temps donné.
Et ensuite, on retire notre support transfert et on a le produit final. Sur la slide suivante, on voit un peu mieux comment on s'y est pris de manière encore plus concrète. Donc, l'impression a été réalisée en sérigraphie. Ça pourrait être en flexographie également. Ici, on a eu besoin d'imprimer plusieurs types d'encre, des encres conductrices et isolantes. Ensuite, on est venu déposer les composants grâce à notre robot. Enfin, on vient enduire de colle et puis ensuite on a fait le transfert grâce à la presse thermique du FCBA, donc qui est une presse dédiée pour les panneaux en bois. On est venu appliquer donc du coup la bonne pression et la bonne température et on a réalisé le transfert. Ce qui est intéressant sur cette slide, c'est que là, toutes les étapes ont été réalisées sur machine pilote, mais pour chaque étape, on a une idée très précise, on a une liste d'industriels qui pourraient réaliser ces étapes à l'échelle industrielle. Donc, l'ensemble de ce projet a vraiment été réalisé dans une optique de transfert industriel. Donc maintenant qu'on a vu les différentes étapes de la décalcomanie, donc l'impression et le transfert. On va focaliser un peu plus sur le transfert puisque l'impression, au final, elle n'est pas spécifique. Le design, la manière dont on va imprimer, ça va être la même chose que pour l'électronique imprimée. Et donc, du coup, on a décidé dans ce webinaire de ne pas s'appesantir sur l'impression, sur le design, sur les contraintes liées à l'encre et toutes les contraintes en fait spécifiques à l'électronique imprimée, mais de plus s'appesantir sur le report. Et donc, c'est pour ça que là, on va zoomer sur le report, parler des difficultés, des problématiques qui sont liées à cette technologie-là. Et donc, dans un premier temps, on parlera des pistes simples, c'est-à-dire que de la matière conductrice, comment on va la transférer. Et ensuite, on parlera des surépaisseurs, donc, qui sont induites par les composants et leurs connexions et par le chevauchement de pistes. Donc, pour faire des objets, bien souvent, on va avoir besoin d'avoir des chevauchements de pistes. C'est ce qui est montré dans la deuxième image avec la zone blanche. Et donc, du coup, on va imprimer une encre conductrice, puis deux encres isolantes, puis encore une encre conductrice. Et donc, du coup, on a un dépôt local de quatre encres qui va créer une surépaisseur qui va, on va le voir, être problématique pour le transfert. Donc ici, on va d'abord parler du cas le plus simple, de la piste. Donc comme vous le voyez sur la première image, on a une couche qui est assez homogène qui est déposée sur le support transfert. C'est une représentation en coupe qui a été faite au microscope à balayage électronique. Et quand on zoome, on voit que l'adhésion entre l'encre conductrice et le support est pas optimale. On voit qu'il y a un petit espace entre les deux et c'est cette mauvaise adhésion qui serait pas bien pour de l'électronique, pour de l'impression électronisée, mais qui va nous rendre service pour le transfert. Euh, également, on voit sur cette image que le film d'encre est assez homogène et que du coup, on va avoir un bon transfert. Quand on fait le transfert, une fois qu'on a trouvé les bons paramètres, donc à savoir le bon temps de contact, la bonne température et la bonne pression, eh bien on arrive à avoir une bonne résolution, on arrive à reporter des choses qui sont assez fins et encore plus important, on arrive à maintenir la conductivité. Donc pas de perte de conductivité liée au transfert et c'est ce qui va nous permettre à la fin d'avoir des objets fonctionnels. Maintenant, pour parler un peu plus des surépaisseurs, donc on l'a vu, les surépaisseurs qui étaient induites par les composants, les connexions des composants au support des ponts, on va avoir des difficultés. Pourquoi? Parce que pendant l'étape de transfert, on applique une pression qui est de l'ordre de la centaine de pascal, et donc sur les surépaisseurs, eh ben, la pression est plus importante que sur le reste, la contrainte mécanique est plus importante, donc il faut que l'élément supporte la pression. On pense notamment aux composants qui doivent
rester fonctionnels, supporter cet écart de pression pour rester fonctionnel. Pour épouser également les surépaisseurs, il faut que l'encre également ait une certaine élasticité. Et donc là, ça aussi, c'est un paramètre sur lequel on a travaillé. Au final, ces surépaisseurs, c'est ce qui va nous poser le plus de problèmes lors du transfert. Si on imaginait qu'on ferait une production de 100 objets, à l'heure actuelle, on en aurait 73 de fonctionnels, c'est notre taux de réussite. Ce taux, il est intéressant et il nous satisfait, mais on n'a pas pu le pousser suffisamment loin par manque de temps, pas par manque d'idées. Avec Michael, on est assez convaincu que si on nous redonne du temps, on pourrait largement améliorer ce chiffre et aller avoisiner les 100%. Du coup, une fois qu'on a transféré donc les pistes simples, les composants et les surépaisseurs, on peut transférer les objets complexes. Donc, c'est ce qui est montré sur l'image à gauche où on voit les LED et également le pont qui est illustré ici en vert. Et donc ça, c'est sur le panneau à particules. Et quand on vient ajouter le support décor, comme en a parlé Michael, eh bien, on a du coup des lettres qui sont complètement intégrées dans le panneau. Ici, ces LED sont alimentées par la NFC. La NFC, c'est la même technologie qui vous sert à payer sans contact. Donc, tous les smartphones en sont équipés. Et du coup, bah, c'est assez pratique puisque tout le monde a une alimentation dans sa poche. En termes d'industrialisation, bah, du coup, son taux de l'industrialisation est lié aux problématiques rencontrées au surépaisseur. Donc, on estime qu'on a encore un peu de travail à réaliser, mais on est quand même assez bien parti et il n'y a pas de frein majeur identifié pour atteindre l'industrialisation. Une fois qu'on a eu transféré ces antennes, on s'est dit, bah chouette, on a réussi à transférer des circuits. On va maintenant essayer de transférer des afficheurs électroluminescents. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que des afficheurs électroluminescents? C'est des dispositifs électroniques qui sont luminescents. Et donc, en fait, ils émettent de la lumière lorsqu'ils sont soumis à une différence de potentiel. On a plusieurs coloris disponibles. Voilà, c'est ce qui est montré sur le GIF en bas. On va pas réussir à lire un livre grâce à l'électroluminescence. Il faut plutôt voir ça comme du rétroéclairage plutôt que comme de l'éclairage. Mais ça fait son effet. Enfin, c'est assez visible. On voit très bien la différence de luminosité, quoi. Juste pour préciser, sur l'image en bas, c'est sur papier, c'est pas sur bois. Comment on produit cet effet luminescent? En fait, on l'obtient grâce à une succession de 7 couches. Et quand on a eu fait des essais de transfert d'afficheurs électroluminescents, on s'est très vite rendu compte qu'il y avait 2 couches qui avaient une mauvaise affinité. C'est-à-dire que quand on réalisait le transfert, il y avait une partie qui est restée sur le panneau et une partie qui est restée sur le support transfert. Donc on a essayé plusieurs structures, on a essayé plusieurs configurations et on a réussi à trouver une configuration qui était fonctionnelle. Donc, c'est l'image qui est montrée en bas. Mais on avait tellement simplifié la structure qu'en fait, le courant était resté proche en fait, de l'alimentation et ne se diffusait pas dans tout l'objet. Donc, c'est pour ça qu'on a eu qu'une illumination qui est présente en bas du démonstrateur et pas sur tout le démonstrateur comme on aimerait. Donc, on a des bonnes pistes pour avoir une illumination totale. Là, c'est pareil, on n'a pas continué l'optimisation par manque de temps, pas par manque d'idées ou à cause d'un frein majeur. Et on aimerait beaucoup continuer à travailler dessus. Euh, mais voilà, ouais. Du coup, là, on est un peu moins près que pour le transfert de circuits simples, mais on a quand même très bons espoirs d'arriver à des échelles industrielles. Oui, on a mis le maximum d'efforts sur la partie transférabilité et le plus simple, c'était de venir vérifier le transfert d'un courant électrique. Ici, voilà, enfin, d'arriver d'un point A à un point B en passant par des LED. Là, ici, finalement, on est sur une technologie qui est encore plus innovante et qui donc qui mérite encore un peu plus de travail.
Mais voilà, sur le principe, on a vu que c'était possible et que c'était réalisable. Enfin, on a essayé de transférer nos circuits sur des surfaces courbes. Alors, cet essai a été réalisé en fin de projet et du coup, on n'avait plus de circuits. Donc, on a utilisé les circuits brouillons qu'on utilisait pour trouver les paramètres de transfert. C'est pour ça que sur l'image du bas, vous le voyez, la qualité du circuit, elle est vraiment pas belle. C'est pas un problème de transfert, c'est un problème d'impression. C'est parce que, voilà, on a utilisé des brouillons. On voulait juste prouver le fait qu'on puisse transférer sur des surfaces courbes. Et du coup, ben, voilà, on n'a pas réimprimé spécifiquement pour cet essai. Et du coup, voilà, la qualité est pas incroyable, mais c'est vraiment pas lié au transfert. C'était parce qu'on utilisait déjà des échantillons de mauvaise qualité. Malgré ça, on a réussi à transférer dans de bonnes conditions. Euh, 100% de l'encre est transférée, on n'a pas de perte de conductivité et on a réussi à reporter un composant après transfert. Euh, donc, ça semble fonctionnel, c'est également en bonne voie, ça ouvre la porte à des nouvelles applications, mais là encore, il y a du travail à réaliser pour aller jusqu'à l'industrialisation. Voilà, si on se projette sur un panneau à base de bois qui a été usiné, voilà, typiquement, ça veut dire qu'on est capable de passer sur des champs arrondis, et on est capable de venir épouser la forme et derrière de venir appliquer, d'avoir une continuité dans notre circuit électrique. C'est ce qu'on voit bien sur l'image, hein. Le circuit n'est pas continu sur la distance, mais par contre, localement, on a quand même réussi à obtenir une bonne, une suffisamment grande quantité, on a réussi à faire en sorte qu'une suffisamment grande quantité d'énergie passe pour venir éclairer la LED. Mais en tout cas, ça ouvre des nouvelles perspectives et un champ des possibles encore plus large que l'impression sur support plat. Donc, pour faire un peu le bilan par rapport au tableau qu'on vous avait montré en début de présentation, donc la décalcomanie, qui est en fait ce procédé de transfert, comble les vides de l'électronique imprimée, permet d'aller plus loin que l'électronique imprimée. Pour le moment, tout a été réalisé à l'échelle pilote. Et voilà, nous, on aimerait vraiment pousser cette technologie pour aller plus loin. Et c'est un peu la raison de ce webinaire, essayer de vous en parler, d'aller dénicher des applications et de travailler avec vous pour transformer ces vignettes en verre vif et aller jusqu'à l'échelle industrielle. Donc, au niveau des différentes phases d'implémentation, hein, de vous démontrer les progrès, hein. La première approche, hein, l'idéation, c'était de venir apporter de l'électronique et ajouter de l'électronique à des supports qui, finalement, ne sont pas spontanément ceux auxquels on penserait en premier. Les panneaux à base de bois. Donc, ça nous a obligés également à définir un cahier des charges, déterminer quelle était la fonctionnalité qu'on voulait apporter. On a montré la possibilité d'émission de signal au travers de l'antenne RFID. On a vu qu'on pouvait transférer de l'énergie depuis un téléphone ou depuis un système sans fil vers une unité d'éclairage avec des LED. On peut imaginer luminescence et, voilà, et imaginer ensuite des possibilités. Mais le champ applicatif, en tout cas, était nécessaire pour dire voilà, quelles étaient les contraintes du support, quelles étaient les possibilités. Et c'était vraiment pas évident initialement de venir transférer une piste et d'avoir une continuité dans un circuit électrique sur un support qui était aussi poreux et aussi irrégulier qu'un panneau à base de bois. Donc, le design du circuit électrique a été fait. On a eu la stratégie d'intégration. Alors, on vous montre les résultats. Bien sûr, il y a eu plusieurs itérations et à la fois au niveau des recettes de formulation des encres, au niveau des conditions de dépôt sur le papier. C'était un premier verrou. Pour le verrou suivant, c'était le transfert sur le bois et trouver les bonnes conditions qui permettaient d'obtenir un circuit conducteur. Donc tout cela, on essaie de vous montrer que ça avait été réalisé et que c'était largement transférable parce qu'on n'a rien utilisé de réellement exotique. On n'est pas sur des produits toxiques, on n'est pas sur des technologies qui vont nécessiter de chauffer à des très très hautes températures, ni dans des très très hauts niveaux de pression. Donc on est sur des choses qui sont directement transférables. Voilà, on a retrouvé voilà, ces différentes itérations entre le prototypage rapide
voilà, sur une piste simple, et puis des tests, des intégrations, et puis différentes boucles d'essai qui ont permis de venir incrémenter la difficulté et de venir démontrer au final que la preuve de concept était possible. On vous l'a montré à la caméra. L'avantage du live, c'était de pouvoir de la vidéo, de vous montrer que ça marchait directement sur les panneaux. Voilà. Et après revêtement, avant ou après revêtement, avec un téléphone ou avec une antenne spécifique. Et, voilà. Et donc, l'idée, hein, in finale, hein, c'est d'aller un petit peu plus loin, de venir dépasser cette étape de concept, de passer à une phase de pré-production. Cette phase de pré-production, elle serait possible au travers de la création de circuits, de recherche de fonctionnalités, la traduction de cette fonctionnalité en circuit électrique, et ensuite et qu'on imprimerait, et ensuite le transfert sur la phase, sur le support final. Et ensuite, toutes les finitions sont possibles une fois qu'on a le support final qui a été fonctionnalisé. Le gros intérêt, c'est que, comme l'a dit Fanny, on peut venir imprimer simplement sur des unités qui sont assez standards. On peut transférer simplement également. C'est le principe de la décalcomanie, sauf que là, on mouille pas, on vient juste chauffer et appliquer de la pression. Donc, on est vraiment dans ce principe simple de venir transférer d'un support à un autre. Et l'avantage, c'est que ça permet d'une fabrication française. Typiquement, tout peut être fait en France, tout est disponible et on n'a pas à attendre de livraison des autres produits ou des autres pays qui pourraient être producteurs ou fournisseurs de circuits. Donc à ce niveau-là, Fanny, oui, Oui, ouais, je voulais ajouter que ces phases qu'on a présentées, c'est celles qu'on a suivies pour ce projet, mais c'est aussi celles qui sont suivies pour l'implémentation d'un circuit à façon. D'un point de vue un peu plus personnel, je voulais partager avec vous rapidement une histoire qu'on a vécue. Donc, avec le Centre technique du papier, on a voulu faire un circuit à façon. Donc, pour des raisons économiques, bah, on a été très vite obligé de se diriger vers les pays asiatiques. Et en fait, cette phase déjà de cahier des charges, de vraiment faire comprendre toutes les spécificités et toutes les spécifications, c'était déjà pas si simple de se faire comprendre et d'être au clair sur vraiment ce qu'on voulait. Et cette étape de prototypage et d'intégration, eh ben, ça a été également compliqué. On a mis plus d'un an et c'est pas tout à fait fini pour avoir vraiment l'objet qu'on voulait. Et donc vraiment, le gros avantage de cette décalcomanie, c'est également la rapidité d'implémentation où voilà, on veut essayer de voir si ça s'intègre bien. On va aller faire des essais sur la presse, on va dire une semaine pour faire la forme, une semaine pour imprimer, et très vite, on va voir si ça marche ou pas. On a, enfin, c'est aussi un des avantages de l'impression, c'est que on fait des prototypes assez rapides et qu'on a un résultat visuel immédiat. voilà, la boucle 4 et 5 peut être faite très rapidement sans avoir besoin de venir s'approvisionner dans des composés ou des solutions qui traversent la moitié du globe. Donc, ces avantages hein, des calcomanies, hein, ce qu'on a voulu resynthétiser au travers de cette diapositive, hein, c'est de venir vous remontrer et repréciser le fait qu'on était multiforme, qu'on avait des solutions qui étaient efficaces, qui étaient rapides, avec des acteurs locaux euh, et qui étaient un petit peu disruptifs, ouais, pas un petit peu, qui étaient disruptifs par rapport à ce qui pouvait être proposé actuellement par le marché. Cette fonctionnalité évolutive, hein, on vous a montré les compétences qui pouvaient exister en termes de solutions de transfert. On peut imaginer des interactions assez fortes pour venir, voilà, selon les attentes, selon les fonctionnalités visées, proposer différents types de circuits, différents moyens différents types différents types d'impression. Voilà. Il y a un des gros avantages, un des gros avantages, hein, c'est l'aspect impact environnemental. On vous l'a dit, hein, on n'a pas de solvant, on est sur des supports qui sont biosourcés, à la fois le côté papier, à la fois le support final qui va venir recevoir le circuit, et avec toutes les notions de recyclabilité, de compostabilité qu'on peut venir, ou de réemploi qu'on peut venir imaginer derrière pour les matériaux qui sont utilisés.
Donc, on est vraiment sur la réduction d'un support pétrosourcé, les plaques époxy et une large ouverture. Voilà, on vient ouvrir le champ des possibles, finalement, sur les supports qui vont pouvoir intégrer la fonction électronique. On est venu le démontrer ici sur des panneaux de fibre. On peut imaginer la même chose sur des panneaux de particules et également on pourrait imaginer transférer sur des panneaux de contreplaqué ou tout autre type de produit qui pourrait recevoir et accepter recevoir une pression et une température. Donc, au niveau des fonctionnalités, on vous a montré la fonctionnalité de l'éclairage. Fanny, je te laisserai commenter sur une des parties, mais voilà, on a vu, on nous a montré l'interaction, on l'a montré en live. On a pris le risque que ça ne marche pas, mais on a bien répété et puis on était assez sûr, assez convaincu de la fonctionnalité et que ça marchait bien. Donc on a détecté, on a montré l'interaction. On peut aller plus loin, Fanny. Oui, l'idée de cette slide, c'est vraiment de montrer les potentialités et d'ouvrir un peu à tout ce qu'on pourrait faire. Alors, voilà, tout ce qu'on a fait, on vous l'a montré. Tout ça, c'est vraiment des idées de ce qu'on pourrait faire. Donc, effectivement, on pourrait penser à des circuits qui permettent de détecter plusieurs types de choses. Donc, des gaz, faire des capteurs de présence, des capteurs de pression, également des objets capables d'interagir. Donc, ça peut être des choses ludiques ou des choses qui fonctionnent grâce à des antennes qui peuvent être de tout type, qui fonctionnent avec euh, tout type de fréquences. Donc émettre de la lumière rétroéclairée, on vous en a parlé. Ensuite, ça peut être aussi utiliser la RFID, donc un peu à la manière de Decathlon qui identifie et qui authentifie tous ces objets grâce à la RFID. On pourrait imaginer que par le biais de la décalcomanie, on vienne identifier et authentifier dans ce cas-là, des panneaux ou bien d'autres objets et par une opération somme toute assez simple. Euh, Également, on pourrait penser à imprimer des objets chauffants. Là, on vous a montré avec la NFC qu'on pouvait récupérer les ondes pour les transformer en énergie. On pourrait aussi également utiliser les ondes, notamment la RFID, pour localiser des objets. Enfin, il y a tout un tas d'applications qui sont possibles, un champ des possibles qui est ouvert et du coup, là, c'est vraiment enfin, trouver une application ou alors ça peut être aussi une solution à une idée que vous avez depuis longtemps. Ce webinaire, il est aussi pour ça, il est pour vous montrer les solutions qu'on peut vous apporter à des problèmes potentiels. Voilà, l'objectif, hein, c'est d'ouvrir, je répète, hein, d'ouvrir le champ des possibles et derrière de coopérer et de vous apporter des solutions ou de vous accompagner dans le développement de solutions. Donc voilà, c'est la diapositive de conclusion, hein. Nous l'avons fait, réussi à imprimer sur différents supports, transférer des circuits électriques. Donc maintenant, hein, comme l'a bien dit Fanny, accompagnez-nous au développement. On vous a montré qu'on a eu des niveaux de succès différents. On a été transparent sur ces aspects-là. Voilà, ça peut se faire au travers de champs collaboratifs variables et différents types de supports. Donc en tout cas, on espère on a suscité l'intérêt, en tout cas, autour de cette technologie, qu'on a su, si ce n'est vous convaincre, en tout cas, ouvrir le champ des possibles et démontrer que des choses étaient différenciantes, étaient presque matures pour une industrie qui vient bien implantée comme l'industrie du bois et grâce également à une industrie très mature comme l'industrie du papier qui ne cesse de se renouveler.